Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes au CCNOA, Centre Contemporain d'Art Non-Objectif. Cédric viendra nous donner les dernières nouvelles du monde de l'ADSL. Et puis Google vaut aujourd'hui 27 milliards de dollars et est coté en bourse. Les explications de ce phénomène avec Dominique. Sylvie nous fait voyager dans l'univers fantastique de Star Trek et vous saurez tout sur les graveurs DVD. Vous aurez droit à un grand match de geeks opposant Cédric à Brice. Et enfin quelques petits sites décalés. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Très bien et toi? Je vais très bien parce que je suis donc dans un endroit absolument extraordinaire où nous sommes cernés de 3 écrans sur lesquels il y a des projections d'objets. Enfin, c'est assez incroyable. On est au CCNOA. Centre Contemporain d'Art Non-Objectif. Voilà, je me suis demandé ce que c'était que l'art non-objectif. Moi aussi, c'est que... on va essayer de découvrir ça durant l'émission. Hein, et d'ailleurs, pendant l'émission, on verra des petites interséquences, extraits d'une exposition qui a lieu ici et qui est encore ouverte. Pendant une semaine. Pendant une semaine, voilà. Cédric, grande question. Oui. Est-ce que la DSL, c'est gratuit? 10 €, on peut pas plus bas. Et si on fait moins, on paye moins. Si on n'utilise pas la DSL, on ne le paye pas. Comment c'est possible, la DSL gratuite? Partout en Belgique, on voit Free ADSL 0 €. Alors, free, est-ce que c'est libre ou gratuit? Parce que c'est pas très clair, ça. On ne sait pas très bien. En fait, ce qui est free, c'est l'abonnement ADSL chez Versatel. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler à tous les deux de connexion moyen débit. Ça a été un petit peu la course au très très haut débit avec la DSL ces derniers mois. Belgacom qui a augmenté l'année dernière à 3 mégas et quelques. Ça dépend un petit peu de la distance par rapport aux centrales Belgacom de votre appartement, de votre maison. On a même du 8 mégas maintenant via certains autres, tout à fait, ou d'autres fournisseurs. Il n'y a pas que Scarlett aussi fait ça pour certaines entreprises. Alors, donc on a du 3 mégas, de 8 mégas. Et puis il y a des fournisseurs qui se disent mais est-ce bien nécessaire pour tous nos utilisateurs? Oui, parce que quand on ouvre un magazine français, on voit des pubs pour la DSL et ils annoncent « Et maintenant à 512K ». Alors qu'ici en Belgique, on est à 4 mégabits, on ne comprend pas. Et alors, est-ce que c'est assez 512K? C'est tout à fait suffisant pour pouvoir, en tout cas, lire son courrier électronique, aller sur Internet, pas pour faire de la vidéo. Courrier électronique à 512K, ça devrait aller. C'est déjà pas mal en plus. Évidemment, c'est très très peu pour faire de la vidéo à très haute résolution, mais ça sert pour toutes les utilisations de l'Internet, donc c'est tout à fait suffisant. En fait, ça s'adresse à monsieur tout le monde qui rentre chez lui vers 5 h et qui veut aller relever son courrier, peut-être voir une petite vidéo de sa grand-mère qui mange un bout de tarte, un truc comme ça. Non mais si tu surfes, c'est largement suffisant. 512K, c'est vraiment très très bien. Il faut plus quand tu veux télécharger des MP3 massivement ou des DivX ou des jeux vidéo. Mais pour surfer, 512K, c'est le grand luxe. Alors c'est Versatel qui a dégainé le premier sur ce marché avec 2 offres. La plus intéressante pour moi, c'est un petit peu mon maître achat. J'ai fait un petit peu le tour du marché parce qu'il y a pas mal d'offres. Il y a même Belgacom qui s'y est mis et Skynet qui propose de la DSL Lite à 512K, mais ça reste à 29,95 € pour l'instant. C'est pas du tout intéressant par rapport à d'autres offres. Il n'y a que 10 € de différence. C'est quand même 400 anciens francs. C'est significatif, mais d'autres providers font ça à 34 € pour des vitesses bien plus élevées, donc ça n'a vraiment pas grand intérêt pour l'instant. Il y a sur le câble, il y a Brutélé, il y a Coditel, il y a UPC. UPC et Coditel offrent, Télédisnet aussi du côté de Liège offre des connexions à plus bas débit. Ça va de 320 à 768 et les prix, ça va vraiment de 15 €. Ça, c'est pour Télédisnet, par exemple, c'est entre 15 et 17 €, à 30 € pour l'instant chez Belgacom, qui reste évidemment le plus cher sur ce marché. On ne va pas dire de la DSL parce que c'est parfois du câble, mais on va dire du moyen débit. Et Versatel a 2 offres qui sont vraiment très intéressantes dans le sens où quelqu'un qui commence sur Internet, il utilise en général un modem 56K. C'est ce qu'on a sur la plupart des ordinateurs aujourd'hui. Donc avec une ligne analogique qui est bloquée quand tu surfes. Exactement, sauf si on a 2 lignes, sauf si on a des services supplémentaires, mais en général c'est bloqué. Et puis c'est extrêmement lent, c'est 56K et encore. Si on surfe vers 21 h ou 22 h en général, on a quasi le 10e de ce qui est alloué à l'origine ou quand on signe. Alors, ce que Versatel dit, c'est on peut vous mettre du signal ADSL sur votre ligne et vous pouvez surfer à 512 kg à la demande. Vous payez un petit peu comme si on payait les communications téléphoniques. En fonction des minutes consommées ou en fonction du débit? On paye à la minute. À la minute? 4 centimes à la minute.
Ce qui revient à quoi par heure à peu près? Alors, l'heure, ça revient à 2,50 € sans anciens francs belges. Ouais. Donc si je surfe, disons, 1 heure par semaine, 10 minutes par jour pour lire ton mail, puis 10 minutes C'est pour un cas surfer, d'école parce que c'est pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup, tu trouves, 1 heure par semaine? Bah, 1 heure par semaine. Pour télécharger des mails, je sais pas combien t'as de mails, mais ça devrait aller, non? 10 minutes par jour. alors nous, on est un peu intoxiqués, je sais Non, pas. mais bon, si tu surfes 1 heure par semaine, ça te coûte 10 € par mois, on va dire. Voilà. Et ça, c'est évidemment très intéressant parce que 10 €, on ne peut pas plus bas. Et si on fait moins, on paye moins. Si on n'utilise pas la DSL, on ne le paye pas. C'est tout simplement un signal qui est mis sur la ligne. Le modem est offert, entre guillemets, pour l'instant. Le modem est offert, comment tu fais? Tu les appelles et ils t'amènent un modem? Voilà, on fournit tout. Gratuitement? On vous installe la ligne, on vous met du signal d'ici, disons, 3 semaines, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de Et là, ta candidats ligne pour l'instant. téléphonique n'est plus bloquée alors à ce moment-là. Non, bien tu sûr, peux c'est de la recevoir un coup de DSL. téléphone en même temps. Est-ce que tu dois prendre ta ligne téléphonique aussi chez Versatel? Ou est-ce que tu peux Pas continuer à forcément. téléphoner chez Pas Belgacom? forcément. On peut avoir la ligne de téléphone chez Belgacom ou chez un autre prestataire et avoir ce signal ADSL sur la ligne, Sur ta ligne Belgacom. qui est tout à fait indépendant de la ligne de téléphone. Alors, l'intérêt aussi, c'est de dire, si on dépasse le forfait de 19,95 €, on a la possibilité d'avoir une ligne forfaitaire. Donc le mois suivant, ils te font un abonnement à 19,95 €. Voilà, c'est un abonnement 512K également à Avec un volume 19,95 €. illimité? Avec un volume qui est à 400 mégas, mais avec 512 Ouais. K secondes, il 400 faut y mégas, aller c'est pour, pas mal. pour évidemment Enfin, en regard utiliser de- toute la capacité. En regard des prix des autres providers où pour 30-35 € tu as 10 gigas, 400 mégas, 10 gigas, il n'y a pas photo, c'est peut-être pas très intéressant. Je trouve quand même que Oui. c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur le marché pour l'instant. L'autre plus intéressant étant Télé10 Net à Liège avec 17 € et peut-être Coditel qui s'apprête à également offrir ça dans certaines communes de Bruxelles et d'autres communes en Wallonie avec un abonnement qui tournerait autour des 15 €, mais c'est pas encore officiel pour l'instant, donc ça c'est pas encore actuel. Donc j'en reste à Versatel qui offre aussi, si on est indépendant, et ça c'est vraiment une offre très intéressante, une connexion à 1 méga avec une adresse IP fixe, c'est très intéressant si on a un serveur à la maison, plus de lignes de téléphone pour 50 € par mois. Ça, c'est c'est rien, vraiment- avec une adresse IP c'est fixe. pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire que ça te permet de mettre un serveur chez toi, ça c'est rien, c'est rien vraiment parce pas que cher. L'abonnement à Belgacom de base, il coûte 16 €, Uh-huh. plus les communications, plus la DSL de base, disons que c'est entre 19 et 30 €. Donc là, on y est quoi. Et on a tout, et on n'a plus rien chez Belgacom. Plus rien. Tout est chez Versatel. Formidable. Et le téléphone et la DSL. Merci pour toutes ces informations. Donc la DSL gratuit, c'est pas encore tout à fait gratuit. C'est équipé alors maintenant, c'est gratuit. Ouais, c'est presque gratuit. Quand ce sera totalement gratuit, je m'équiperai. Dans le trip FPS radical immédiat, on est servi. Première intervention de Gilles pour un jeu spécial Xbox. Oui, une petite séquence spéciale Xbox, FPS plus particulièrement en attendant Halo 2 qui ne sortira pas avant novembre. Et FPS First Person Shooter. Bravo, J'ai plus rien à expliquer. ce jeu. incroyable. Donc avec le premier, c'est Dead Man's Hand, donc un jeu qui se passe dans l'univers du Far West, et c'est une bonne chose puisqu'il y en a vraiment très peu dans le genre, étonnamment, alors que c'est vraiment un univers en tout cas qui prêterait prétexte... En tout cas là, le coup de flingue est légitime. Oui, là c'est clair. Donc on incarne El Terron. C'est El Terron, c'est un salopard qui faisait partie de la bande des Neuf, qu'on l'appelle. Il se fait trahir par ses amis parce qu'il a tiré au poker la main de l'homme mort, comme on appelle ça. Et il est laissé pour mort dans une fusillade. Donc du coup, le gars, il l'a mauvaise. Il s'en sort quand même finalement pas trop mal. Un peu Il reste en Colonel vie. Chabert, hein, comme histoire. Le mec Oui, c'est qui clair est que le laissé- scénario, laissé ça mort, ferait un bon Clint Eastwood, un classique avec tout ce qu'il faut. Ça ferait un mauvais Clint Eastwood. Oui, voilà, je n'osais pas trop le dire. attention. Donc ici, en gros, bon, directement, on se réveille dans une cellule, on s'échappe par un petit tour de passe-passe évidemment très convenu, et on part évidemment à l'assaut de toute cette bande-là, et on va éliminer systématiquement un des 9 de la bande. Donc au niveau de la réalisation, c'est acceptable, c'est pas le FPS de l'année. Hein. Ici, on est dans une phase où il y a pas mal de jeux moyens. Mais il y a d'autres personnages dans le jeu où il n'y a que les 9 autres à tuer. Il y a que non, il y en a des tas, mais en tout cas, les boss de fin de niveau seront un de ces 9-là. La réalisation est correcte, c'est pas extraordinaire non plus, mais il y a pas mal de jeux assez Mais moyens. le scénario, c'est une bonne base. C'est la base d'un bon western, quoi. Le bon point positif, c'est que c'est un univers neuf, ça marche directement, et dans le trip FPS radical, immédiat, on est servi. On peut également jouer en live, donc il y aura 4 modes de jeu différents, un mode deathmatch, un mode prime aussi, où un seul des joueurs sera traqué par tous
les autres. Enfin bref, donc c'est assez On est toujours à correct. pied ou on peut faire du cheval? Parfois, effectivement, il y a des séquences à cheval où on tire à cheval, donc c'est très rock'n'roll. Il y a tout ce qu'il faut de saloon et de bouteilles à dégommer et de prostituées en haut des escaliers. Et si tu Bref. tires sur le pianiste, t'as un gage, t'as un truc? Non, par contre, on peut viser les chapeaux qui donnent plus de points et de classe en fin de mission et d'évaluation. Si tu tues le croque-mort, t'es pas immortel? Non, il y a évidemment toute une série de vautours à flinguer, mais j'ai pas croisé de croque-mort. Un deuxième jeu, mais est-ce que dans celui-là, il y a aussi des croque-morts, des trucs? Ah, c'est un tout autre univers. Ici, on incarne John Dalton, qui est un ancien marine qui essaie de... Déjà le nom, Cowboy Far West, John Dalton. Quelle transition. Donc ici, il essaie de réintégrer l'équipe des Marines. C'est évidemment un univers futuriste, spatial et tout ce qu'il va avec, un peu sur la lignée de Halo. Ça vient évidemment de la saga des Unreal qu'on connaît depuis pas mal d'années, avec toujours un jeu Unreal solo et un jeu Unreal multijoueur. Yves nous avait parlé de Unreal Tournament. Ici, c'est pas du tout ça. C'est donc une aventure centrée sur un gars qui se retrouve enrôlé dans les pirates de l'espace, à défaut de pouvoir intégrer le corps des Marines qui ne le veut plus. Il est affecté à la surveillance de planètes où il ne se passe strictement rien, et évidemment, message de détresse, un peu à la Alien 2. Il débarque sur une planète où il y a des monstres, enfin des cadavres un peu partout, et fait face à des aliens qui sont apparemment extrêmement belliqueux, et il vient pour nettoyer tout le bazar. Est-ce qu'on peut aller de planète en planète? Ici, on est vraiment Sur une seule planète. Sur une seule planète. Les environnements sont extrêmement vastes, ça c'est le point positif. En tout cas, ça vient donc d'Unreal 2 qui était sorti il y a pas mal de temps sur PC. Donc c'est vraiment un portage. Malheureusement, le Unreal 2 avait fait cramer pas mal de cartes mères et de cartes graphiques avec son côté hyper exigeant et très beau graphiquement. Malheureusement, ici, le portage, on en perd quand même beaucoup. Au niveau des décors, ça reste très beau, mais l'animation est un peu particulière. On a l'impression qu'il y a toute une série de mouvements qui ont été saqués dans la bataille, dans la conversion. Et en gros, ça donne encore une fois un jeu assez mitigé. Le point fort, c'est les environnements, c'est le scénario qui est bien travaillé pour une fois, même si, évidemment, il faudra sortir les flingues à la moindre occasion. Et là, est-ce qu'on a une version live aussi? Oui, en fait, ils ont intégré, petit bonus quand même pour se faire pardonner de faire un simple portage, ils ont intégré un add-on qui était présent sur la version PC qui s'appelait le XMP, qui en gros est une espèce d'alternative à Unreal Tournament qui permet de jouer à plusieurs avec le traditionnel mode de jeu. Voilà. Donc c'est un petit plus qu'ils ont intégré ici dans un gros pack qu'ils ont refourgué sur Xbox. Bon, tout ça pour dire que des FPS sur Xbox, il n'y en a pas des tonnes pour l'instant. Tout va être un bon, dans le fond. Reste amusant, il est amusant à jouer, quoi. Il n'y en a pas des masses, c'est assez mitigé, mais en gros, étant donné qu'il n'y a rien d'autre, ça reste quand même tout à fait... Et au niveau du pad, c'est jouable? Au niveau du pad, c'est jouable. Ouais. C'est plutôt, il y a quand même, c'est l'animation qui fait un peu défaut au niveau des personnages. Ouais. Okay. Mais bon, en attendant Doom 3 et Halo 2. Halo 2, voilà, il n'y a rien de mieux à se mettre, donc profitons-en. Formidable. On te retrouve tout à l'heure pour d'autres jeux? Bien sûr. Google vaudrait aujourd'hui 30 milliards d'euros, grosso modo. Google va se lancer en bourse. Qu'est-ce qui va se passer, Dominique, avec tout? Eh bien donc, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs ce qui se passe, Google, qui est une société qui tourne bien, qui fait 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, veut trouver des moyens supplémentaires. Alors comment va-t-on trouver des moyens supplémentaires? On vend une partie de son capital, on le vend au public, entre guillemets, en introduisant ses actions en bourse. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà, ce qu'on appelle IPO, c'est Initial Public Offering. C'est une offre publique d'achat de certaines actions de la société. En l'occurrence, Google va mettre 10% de ses actions en bourse. Ils sont aidés par une banque qui s'appelle Credit Suisse First Boston. Mais alors, la particularité, c'est qu'ils vont le faire par un système d'échange. Mais il y a plusieurs particularités dans cette opération, évidemment, qui est très intéressant. D'abord, c'est la plus grosse mise en bourse d'une société internet aux États-Unis. C'est 3 ou 4 fois. Ça ne s'était encore jamais produit Non, il y a eu Yahoo qui était en bourse, il y a eu Amazon, il y a eu eBay. Mais là, on parle de 2,7 milliards de dollars pour 10%. Donc c'est vraiment énorme, c'est énorme. Ce qui voudrait dire que, si tu veux, Raphaël, Google vaudrait aujourd'hui 30 milliards d'euros, grosso modo. Ouais. Ce qui est énorme, évidemment, pour une société qui n'existait pas il y a 5 ans, il faut tout de même le rappeler. 6 ans, c'est ça que c'est 98. Oui, dans ces eaux-là. Et donc, c'est vrai, tu as raison, Brice, la mise en bourse va être tout à fait transparente. Chez Google, on a tout de même des principes, hein, on veut faire les choses correctement.
Et comment faire pour éviter que ce soit des grands groupes d'investisseurs? Par exemple, une société comme IBM qui aurait pu acheter les 10%, ou Microsoft par exemple. Bien sûr, alors ils vont faire des enchères, ils vont lancer des actions aux enchères. Tout le monde ne va pas pouvoir aller acheter ces actions, si je comprends bien. Si je comprends bien, n'importe qui pourra dire qu'il fait une promesse d'achat sur un site internet. Et parce que ce sont les individus qui vont faire des promesses d'achat, pour pouvoir vérifier que ces gens vont bien acheter, c'est réservé pour le moment aux Américains, les promesses d'achat. Et c'est sur base des promesses d'achat qu'ils vont établir le prix de vente des actions moyen. Donc c'est une sorte d'offre d'enchères où chacun peut donner son prix, si j'ai bien compris. Il y aura à un moment donné vraiment des enchères, hein, ça c'est bien clair, ce qui veut dire que nous pourrons aussi, si on veut, avoir cette petite action Google. Alors ce qui est important, c'est non seulement cette arrivée sur le marché officiel de Google, parce que maintenant Google évidemment va être soumis à des pressions, mais ça va changer pas mal de choses en interne. Imagine-toi des employés qui ont ton âge par exemple, eh bien à côté de toi qui vient d'arriver dans la société, il y aura un multimillionnaire en fait. Oui, parce que certaines des gens qui travaillaient, payés par les actions, ils ont été payés par action. Le cuisinier, on a vu ça dans un reportage, le cuisinier qui chez Google sert le steak, il a été payé de quelques actions, enfin des actions pour le motiver, etc., lui faire participer à l'entreprise. Mais maintenant, cette société étant valorisée 30 milliards de dollars, ces quelques actions font de lui un millionnaire. Moi, je trouve que par solidarité, il devrait aider les mecs qui ont pris des actions chez Eurotunnel. Oui, bonne idée. Bonne idée aussi. Ce qu'ils vont sans doute faire, c'est accélérer leur action sur Internet. Ils ont beaucoup de projets dans les cartons. Ils vont utiliser cet argent. C'est l'argent frais qui va tomber. Donc ils vont l'utiliser pour faire autre chose. Il faut bien penser aussi qu'il y a oncle Microsoft dans le coin qui a mis 350 personnes sur un projet qui veut dépasser Google sur son moteur de recherche. Et donc on va encore vivre des mois tout à fait passionnants à ce sujet-là, je crois. Formidable. C'est une grosse aventure dans le monde de l'Internet. Moi, je trouve qu'ils ont une grande Google. Ils ont une grande Google. Quelle belle... Ah, pardon. Oui, vendez tout, mon vieux, vendez tout. C'est absolument incroyable. Are you reading any plasma storms ahead? 1. Coordinates 171, Mark 43. That's where I'm going. Plasma storm density increasing by 14%. 20. 25. Hold on! Bons vieux épisodes de Star Trek des années 60. Bon, alors Sylvie, pourquoi est-ce qu'on est habillé de la sorte finalement? Eh bien parce que nous sommes déguisés en personnages de Star Trek puisque le pack DVD collector de Voyager est sorti. Tu sais, cette belle série télé où on fait de la téléportation. Merveilleux, c'est donc cette boîte à tartines. Eh bien oui, ce pack qui contient non pas 2 mais 3, mais bien 6 DVD. Les 4 premiers, ce sont les épisodes de la série Voyager. C'est l'épisode où, pour la première fois, le capitaine était une femme, et une femme de poigne. Un subtil mélange entre Margaret Thatcher et Catherine Hepburn d'ailleurs. Let me begin by stating clearly that I expect all parties to act appropriately and with respect for these proceedings. I will not have this hearing turned into a circus. Is that clear? Is that clear, Q? Madam Captain. Il y a 2 derniers DVD qui ont l'air de bonus, mais on y apprend juste... C'est pas vraiment des bonus, il n'y a pas de une making-of sur le... Une ou 2 bandes annonces. On apprend des choses passionnantes comme ce que les producteurs mangeaient au petit déjeuner, comme ça arrive souvent dans les bonus de plus en plus. Mais il y a quand même quelque chose au charme suranné et merveilleux de bons vieux épisodes de Star Trek des années 60, avec dialogues virils et monstres qui font très peur. Couillu, quoi, hein, on peut le dire. Oui, les dialogues couillus. Petit collant, en petit collant en plus. On va se regarder un petit extrait. Oui. Dr. McCoy! Bones, no! Where is he? He has passed into what was. Captain, I've lost contact with the ship. I was talking to them. Suddenly it went dead. No static, just nothing. Kirk to Enterprise. Scotty. Bien, Sylvie, ils sont merveilleux, ces films. Ils n'ont pas vieilli, tu penses? Un chouïa peut-être. Surtout les bons monstres, peut-être un peu plus réussis que dans San Kukai, mais presque. Et ça fait un peu Godzilla quand même. Ouais. Ce qui manque peut-être dans ce pack collector, à mon avis, ça va surtout intéresser, comme son nom l'indique, les collectionneurs.
Est-ce qu'on n'a pas un beau petit documentaire qui explique mais qu'est devenu le capitaine Kirk? Où sont-ils dans la galaxie? Enfin, William Shatner, on a quand même suivi sa carrière. Hein. Oui, mais bon, ça fait quand même plaisir de, pas seulement lui, peut-être les autres, aussi les autres capitaines, et voir ce que comment ça a influencé leur vie, si ça leur a permis d'avoir ou de ne pas avoir peut-être d'autres rôles dans le cinéma. Et puis aussi, oui, par exemple. Ou alors de pouvoir avoir aussi une réponse à la question mais pourquoi il y a un tel phénomène Star Trek qui existe quand même depuis des années, qui a été vu dans des centaines de pays, traduite également dans des centaines de langues. Il y a des sites qui parlent de Star Trek, j'imagine qu'il y en a une bonne chier. Hein. Justement, c'est là qu'on a la preuve, à mon sens, que c'est un vrai phénomène. Quand tu tapes Star Trek dans un bon gros moteur de recherche, déjà, à vue de nez, t'en as pour 3 800 000 sites. Sympa, t'as tous été les regarder, j'imagine. J'ai tous été les regarder, j'ai passé la nuit, et alors j'ai pris des notes. Avec des couleurs, ça va. Et j'ai trouvé sur donc trekdoc.com un DVD qui a été réalisé par des fans et qui est en fait une parodie qui s'appelle Trekkies, qui est assez sympa, on peut aller voir. Il y a aussi le startrek.meetup.com, puisque aux États-Unis, il y a des gens formidables qui, tous les deuxièmes mardis du mois, se rencontrent. Ils sont pas sapés Parfois. Ah, ouais. Et surtout, qui parlent Klingon. Donc la langue qui est parlée dans Star Trek. C'est la langue des extraterrestres. Oui, enfin, des gens que dans la série on colonise. Ah ouais. Et là, c'est un site que notre Dr S, site insolite, nous a refilé, merci Olivier. C'est KLI.org. Et là, c'est le site très officiel de l'Institut international de la langue Klingon. Donc bien, alors... qu'avec Klingon, évidemment, fini le tartre et le calcaire. Et à l'heure où je te parle, des personnes achètent des dictionnaires de Klingon, prennent des cours de Klingon, envoient des e-cards pour dire bon anniversaire en Klingon, ou encore pour dire Fingling. Ah. Mais ils sont enfermés, ces gens-là, ou ils sont pas en liberté. Ah, si, ils sont parmi nous. Ok. Dis au revoir comme ça. C'est comme ça? C'est E.T., tu confonds. Tu confonds avec E.T. Une expérimentation dans laquelle ils ont réussi à faire une téléportation de données informatiques. Alors là, on va assister à un match opposant Brice à Cédric, un match de geek. Alors, comme tout présentateur qui se respecte, j'ai mon petit feutre, puisqu'ils ont toujours un feutre dans ces cas-là, on ne sait pas ce qu'ils en font, mais voilà. Brice Leblevnik, la parole est à vous. Moi, je commence par une news. Figure-toi que des chercheurs de l'université de Purdue, dans l'Indiana, ont mis au point un moteur de recherche en 3 dimensions. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il fait? Il catalogue des modèles 3D qui sont utilisés dans l'industrie pour modéliser des voitures ou des bâtiments. Il les indexe d'une certaine manière. C'est ça la nouveauté technologique qui permet par après, en faisant un croquis de l'objet que tu recherches, de le retrouver dans cette base de données. Alors, il faut savoir que des chercheurs de l'université de Princeton avaient déjà mis au point en 2002 un moteur de recherche, mais tu devais faire 3 croquis. Un pour chaque angle X, Y, Z, et alors il allait rechercher dans la base de données. Donc voilà, peut-être un outil qui servira dans le futur de la télévision en 3 dimensions. Formidable. Là, j'ai un système Linux qui est plus intéressant pour les gens parce que ce système Linux s'appelle Turbo Linux. Déjà, c'est un nom que je trouve assez chouette. C'est un éditeur qui est spécialisé dans la zone Asie-Pacifique et pas très connu en Europe, un peu plus aux États-Unis que chez nous. Et il propose un système qui s'appelle Turbo Linux 10 qui permet de lire le format Windows Media et même d'utiliser son iPod et d'autres systèmes propriétaires de baladeurs numériques ou d'autres choses. Et tout ça, comment est-ce qu'ils le font? Eh bien, en payant des licences aux différentes sociétés, notamment à Microsoft et à Apple. Et tout ça, ça donne quoi? Ça donne un système Linux qui est pour la première fois pour le grand public à 100 à 120 €, ce qui veut dire que c'est aussi cher qu'une mise à jour de Windows. Autant acheter Windows. Alors, on n'a pas les logiciels open source, on n'a pas le noyau Linux et tout ça. Bon, enfin, sinon, autant acheter Windows. Oui. Alors moi j'ai une news qui tue. Figure-toi que des chercheurs australiens ont publié dans une revue qui s'appelle Physical Review Letters le résultat d'une expérimentation dans laquelle ils ont réussi à faire une téléportation de données informatiques. Bien sûr, bien sûr. Une téléportation en utilisant les principes de la physique quantique, en utilisant donc des rayons laser qui vont prendre des données et les couper en petits paquets. Et les envoyer optiquement à plusieurs endroits simultanément. C'est ça qui est nouveau parce qu'il y avait déjà eu, il y a 2 ans, des chercheurs qui avaient téléporté des données par rayon laser, mais d'un endroit A à un endroit B. Alors l'application ici, eh bien, c'est par exemple des banques qui doivent archiver des grandes masses de données en différents endroits pour des raisons de sécurité et qui voudraient transmettre ces données, un grand volume, très rapidement à plusieurs endroits simultanément. Voilà. Et donc c'est une révolution puisque c'est la première fois qu'on utilise des principes de la physique quantique concrètement dans une application industrielle de téléportation de données.
Voilà. Vous avez eu votre temps de parole, Brice. Retour à Cédric. Un truc un peu moins compliqué, je pense, c'est un logiciel. Alors, quand on veut être présent sur Internet, on doit avoir un site. Et on peut créer un site avec un éditeur HTML qu'on utilise comme un traitement de texte. C'est-à-dire, on met des images soi-même, on copie-colle, on met des caractères un peu plus grands. Et en général, ces logiciels qui sont un peu plus simples sont un petit peu chers. Il s'appelle GoLive, FrontPage, Dreamweaver. Il y en a beaucoup d'autres aussi sur le marché. Celui-ci est totalement gratuit. Il a été extrait de la suite Netscape et Mozilla. Il s'appelait Composer à l'époque. Maintenant, il est financé par la société Lindos qui paye un développeur à temps plein et qui est aidé évidemment par des millions, on va quand même dire des milliers au départ, de développeurs open source. Et pour faire un logiciel qui s'appelle NView et qui est vraiment extrêmement chouette pour créer des pages, mais non plus seulement des pages simples, mais aussi avec des feuilles de style. Et ce logiciel existe pour tous les systèmes d'exploitation ou seulement... Il existe principalement pour Windows et Linux, mais il paraît qu'il y a des versions Mac qui sont en chantier également par d'autres développeurs. Mais c'est vraiment un logiciel à suivre, il est très intéressant. Formidable, merci. Excellent match. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon petit stylo. Après la publicité, on se retrouve avec les brevets pour les logiciels, les graveurs DVD et puis quelques petits sites décalés. À tout de suite. Des Jeux Olympiques va sortir sur PlayStation 2 et ça donne une bonne surprise. On est de retour et alors pour le jeu suivant, on est venu m'apporter une médaille. Je ne sais pas si vous, on est venu vous apporter une médaille. Non, on n'a rien gagné, nous. Il y a un type qui est arrivé, j'étais en studio, il y a un type qui est arrivé habillé en toge avec une torche et tout, qui est venu m'offrir une médaille pour ce jeu. Merci monsieur. Tu prends des drogues ou... Non, je vous jure, il y a un type qui est promotionner ce jeu, il distribue des médailles. Formidable. Alors Gilles, apparemment une bonne découverte. Oui, une bonne découverte pour cette preview de Athens 2004 qui sortira en juin sur PlayStation 2, un jeu qui est fait par Sony. Pour l'instant, il y a un drôle de mouvement au niveau des éditeurs de jeux. Avec la domination d'Electronic Arts, plein d'éditeurs commencent à dire nous on arrête de faire des jeux de sport parce qu'on n'arrive pas à tenir la distance. Ici, malgré ça, la licence des Jeux Olympiques va sortir sur PlayStation 2 et ça donne une bonne surprise puisqu'on me demande souvent, par exemple, est-ce qu'il y a des jeux centrés sur les Jeux Olympiques? Puisque je ne sais pas si vous avez joué à des jeux comme Decathlon. Ouais, Decathlon, on joue tout de suite. Voilà, on explosait des joysticks. Moi, je l'ai fait, le Decathlon. Les Summer Games, les Winter Games. Enfin, bref, ici, il y a une espèce de retour sur Athens 2004 qui permet en tout cas de s'affronter seul ou à plusieurs à toutes les disciplines du genre. Alors Gilles, par exemple, quel est le gameplay? Comment est-ce qu'on joue à un jeu d'anneaux, par exemple? Mais c'est ça qui est bien. Tu dois appuyer à fond de balle ou ils ont vraiment décliné des gameplays différents pour tous les pour chaque discipline, c'est un autre jeu. Voilà. En gros, par exemple, les anneaux, il faut synchroniser les deux joysticks. Enfin, les boutons de la PlayStation sont bien mis à contribution. Et c'est vraiment là tout le plaisir de ce jeu-là, parce qu'il y a des jeux des mini-jeux, on va dire, dans le jeu. Donc une discipline, par exemple, comme le saut d'obstacle à cheval est complètement lamentable. C'est un peu inégal, mais en tout cas, dans une partie à plusieurs, ça permettra de varier les plaisirs et que certains vont exceller dans la rapidité d'exécution, encore une fois, sur le bouton pour faire cavaler un mec au 110 mètres haies, et se latteront abordablement comme moi au 100 mètres nage libre. Il n'y a que des jeux d'athlétisme ou alors il y a plein de jeux, tous les jeux de Olympiques? Il y a toutes les disciplines olympiques. Par exemple, il y a la gymnastique au sol, où on aura même la possibilité de brancher un tapis de danse pour synchroniser. Et on peut pas mettre une high-toy et commencer à danser la caméra non? Malheureusement, non. Mais en tout cas, c'est une bonne petite surprise parce que même si, comme on peut le voir, graphiquement, c'est vraiment pas la claque, mais il y a des gameplays assez intéressants. Par exemple,
sur une course de 1500 mètres. Ici, il ne sera pas question de se fatiguer comme un sauvage sur le bouton pour faire cavaler le truc. Il suffira plutôt de calibrer sa vitesse pour que le coureur s'économise et donne pleine puissance dans les derniers mètres. Donc c'est vraiment pas mal, une bonne surprise. Et alors je vois que là, on joue avec un Belge, mais tu peux choisir ton pays, tu peux choisir... Oui, on peut choisir son pays, on peut choisir la langue des commentaires, puisqu'apparemment tout est localisé. C'est même pas mal. En gros, on est vraiment dans l'ambiance des Jeux Olympiques et on y croirait pour un peu. Des trucs plus petits pour faire des machines plus petites qui leur coûtent moins cher. Ouais, ils sont absolument pas au courant, mais ils sont habillés de la même façon. Paul-Henri, tu viens nous parler des graveurs de DVD. Ben oui, parce qu'il y a un an, on avait fait vraiment... on s'était posé beaucoup de questions sur tous les formats, parce que le public s'en posait. Il faut dire qu'il y a un an, il y avait une guerre entre les DVD moins R, les DVD plus R, moins RW, plus RW et les DVD RAM. Et on ne savait plus quel standard choisir. C'est un peu ça le problème. Mais ce qui était amusant à ce moment-là, c'est que c'était les grandes marques qui se battaient entre elles, qui avaient chacune développé leur truc et qui ne voulaient pas intégrer les autres formats dans leur graveur. Aujourd'hui, eh bien, ça a l'air bien terminé, de bien se terminer pour les utilisateurs que nous sommes, c'est-à-dire qu'on trouve dans le commerce tous les graveurs DVD qui permettent de graver en gros tous les formats, à l'exception de quelques-uns qui ne gravent pas les DVD RAM, mais ça reste vraiment une exception. Alors, dans ce qui est sorti dernièrement, on arrive à des DVD qui gravent à 8 fois la vitesse, en interne comme en externe. Il faut préciser que pour pouvoir utiliser cette vitesse-là, il faut acheter des disques vierges compatibles en 8X. Si ton DVD vierge est un 2X ou un 4X, il ne fonctionnera pas à 8X. Il ne fonctionnera pas dessus, ce qui n'était pas le cas par exemple des graveurs CD où un 16 on pouvait le pousser à 32. Et ces disques vierges 8X coûtent la peau des fesses. Exactement. Là il y a une petite arnaque. Hein. Exactement. Mais alors maintenant vient de sortir également un graveur DVD de chez Plextor qui lui va à 16 fois la vitesse. Alors comment est-ce qu'il fait? Il n'utilise plus ce qu'on appelle la nappe IDE dans un PC. Tu as déjà ouvert un PC? Bah oui, j'ai vu plein de petits fils, des gros fils, des gros câbles très larges. Tout plat comme ça. Tout plat. Oui. Eh bien ça c'est terminé. Ça c'est IDE. Et maintenant le standard c'est Serial ATA. C'est Serial ATA qui permet d'aller 10 fois plus vite, d'avoir des câbles beaucoup plus petits, de ne plus avoir les problèmes de petits cavaliers, configuration, maître, esclave. De maître, d'esclave, voilà. Voilà. Et ça permet surtout d'aller beaucoup plus vite puisqu'on va jusqu'à 1,5 gigabits par seconde de transfert entre le lecteur DVD, le graveur DVD et l'ordinateur. Alors ça, est-ce que le FireWire n'est pas plus pratique? Parce qu'en le FireWire, on peut connecter à chaud, on peut mettre jusqu'à 64 périphériques, alors que le Serial ATA est bloqué à 6 ou 7. L'avantage du Serial ATA pour l'instant, c'est qu'il est vraiment en train de supplanter l'IDE. Il y a 1 an et demi, il apparaissait sur quelques cartes mères. Maintenant, il est pratiquement standard sur les cartes mères, mais du PC moyen, du PC moyen. Je ne vais pas dire de base, mais du PC moyen. Et donc, ça permet aux fabricants et surtout aux OEM, Serial ATA n'est pas développé par n'importe qui, c'est notamment développé par Dell, c'est un standard qui est poussé par Dell, ça leur permet de réduire les coûts de création et de fabrication de leurs machines, et c'est pour ça qu'ils ont voulu des trucs plus petits pour faire des machines plus petites, qui leur coûtent moins cher et qui restent aussi performantes. Ils leur coûtent moins cher, mais à l'achat, à l'achat aussi, ça se répercute toujours. Attends, ça coûte encore 300-400 euros, ces graveurs DVD. Le graveur DVD, 16 fois la vitesse, 200 euros. 200 euros. 200 euros. Ça, c'est rien. C'est le prix pratiquement normal et c'est parce que c'est vraiment un standard. Et où est l'astuce? Est-ce que les disques vierges 16X coûtent beaucoup plus cher? Probablement qu'ils coûteront beaucoup plus cher, on ne les a pas encore. Et là, pour le moment, ça a combien un disque vierge? Eh ben, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je dirais 5 euros, 10 euros. Oui, c'est quelque chose. Tu les achètes par 10 000, toi? Écoute, moi, je ne les achète pas, c'est l'entreprise qui les achète. C'est aux alentours de 10 euros le disque. Alors, on peut citer comme ça quelques modèles qui ne sont pas des Serial ATA, mais classiques. Freecom, qui fait un modèle qui est très bon marché, qui est très performant, qui fonctionne très bien. Plextor, en mode externe, qui a un design extraordinaire et qui est considéré dans tous les tests comme étant le plus rapide. Mais celui-là coûte extrêmement cher puisqu'il est à près de 450 euros pour un graveur DVD externe. C'est très cher. Sinon, la fourchette de prix, c'est entre 200 et 300 euros. Et là, on commence à trouver des choses très très bien. Et toi, tu en as vu un que je n'ai pas vu. Alors non, moi, il y a une grosse nouveauté qu'on peut quand même annoncer. C'est Philips qui lance les premières graveurs double couche.
Donc c'est la possibilité pour des particuliers de graver des DVD en double couche, comme ceux que tu achètes dans le commerce. Lorsque tu achètes un film, et voilà, il y a 2 faces où il y a 2 couches. Et le problème, c'est de copier un film qui fait 2 fois 4 Go 7 sur un disque unique. Eh bien, il fallait recomprimer les images. Eh bien, Philips, maintenant, lance un graveur à double couche. La cassette, après avoir inventé le CD, ils inventent maintenant le la possibilité pour les particuliers de graver à la pièce des DVD double couche. Voilà. Double couche et puis 2 fois plus vite, non 16 fois plus vite. Donc maintenant, plus de raison d'avoir des amendes pour aller rendre vos DVD loués en retard puisque vous avez 16 fois plus de temps, moins de temps pour les copier. Anima, nous entrons dans la zone de quarantaine. Va vers la zone d'extraction 2 et attends mon appel. Bien compris. Bonne chance. On est d'accord, c'est moi qui parle. Donc on choisit le sexe de son agent, la couleur de la peau, les cheveux. Dernière apparition de Gilles pour encore une preview, quelque chose qui n'est pas encore sorti. Oui, Siphon Filter 4. C'est un jeu qui date de la PlayStation 1, ça. Exactement, c'est une saga... Filtre siphon. Hein. Filtre siphon. Oui, c'est une série qui était assez connue des possesseurs de PlayStation 1, ravis d'avoir un jeu d'action, espionnage, ultra travaillé au niveau du scénario. Et ici, logiquement, vu que la console s'est éteinte, franchement, débarque sur PlayStation 2. Ceci est une zone interdite. Je suis une enquêtrice de l'IPCA. Nous recherchons cet homme. Qui? Non, je suis désolé. Je n'ai pas de temps à perdre. Teresa, on nous tire dessus. Je répète, le secteur entier est un champ de bataille. Tu peux me dire ce qui se passe? Reçu, je cherche. Donc ici, on n'incarne plus la star de la série, Gabriel Logan, ce super agent chargé d'éradiquer un virus à destination des humains, le virus siphon-filtre, là, comme on l'appelle, mais un autre agent qu'on va devoir créer dès le début de l'aventure. En fait, ça a un intérêt puisque cet agent, on pourrait également y jouer dans le mode online. Donc on choisit le sexe de son agent, la couleur de la peau, les cheveux, le look. Ah oui, donc tu fais ton personnage sur mesure. Non, voilà. On ne brise pas la taille du sexe de l'agent. Donc on crée son personnage et directement, après une très laide cinématique d'introduction, c'est un peu le point négatif du jeu, c'est sa réalisation, on se retrouve plongé dans une map qu'il faut investir non pas comme un fou furieux arme au poing en éliminant tout ce qui se passe, mais plutôt comme gentiment, sans vraiment riposter. D'ailleurs, au niveau des ordres, on y dit qu'on n'autorisera pas de dommages collatéraux, tout ce qui va avec. Donc ici, c'est plutôt un jeu où il faut faire des prélèvements de haut à gauche à droite et essayer en tout cas d'éviter la guérilla urbaine dans laquelle on est plongé. Au niveau maniabilité, c'est un peu particulier puisque ça vient quand même d'une jouabilité issue de la PlayStation 1. Donc en tout cas, dans les premières heures de jeu, le non-initié sera un peu déboulé. Mais au fur et à mesure de l'investissement, on trouve quand même des maps hyper grandes avec pas mal de 17 missions en tout, de par le monde, donc un côté assez exotique, et qui en tout cas donnera pleine puissance après au-delà de certaines heures de jeu. Mais graphiquement, là on voit les images, je trouve pas ça formidable. Non, c'est assez laid, hein, on peut le dire. C'est la pas vraiment... réalisation graphique, c'est pas le point fort. Oui, mais d'un autre côté, la saga marchait toujours sur PlayStation 1 alors qu'on ne demandait rien de plus que de faire tourner un... Et le scénario est balèze, quoi. Le scénario est balèze, les missions sont extrêmement longues. Également, même si on n'a pas encore pu le tester, il y aura un mode online jouable jusqu'à 4, où là il faudra vraiment faire de la coopération avec différents agents sur le terrain, s'entraider, se faire la courte échelle pour passer des obstacles. Donc tout ça s'annonce pas mal, même si en tout cas à première vue, ça ne va pas s'adresser vraiment à des gens qui ne connaissent pas la série. Pour conclure, quand sort ce jeu ? Ce jeu sort dans le courant du mois de juin. Voilà, également. Courant du mois de juin, vous avez donc encore un gros mois pour patienter. On a pour le moment dans une espèce d'incertitude juridique. Alors Jacques, qu'en est-il aujourd'hui des brevets logiciels? Alors la saga continue, donc vous vous souviendrez probablement qu'il y a eu un projet de directive au niveau européen sur la brevetabilité des logiciels, qui avait été déposé par la Commission européenne, arrivé au Parlement européen avec un lobby extrêmement important, notamment du monde du logiciel libre, pour essayer d'amender cette directive votée au Parlement européen avec énormément d'amendements. Dont l'amendement principal pour la bonne compréhension des gens, c'est le fait qu'on ne puisse pas déposer un brevet logiciel pur, mais seulement dans le cas d'une combinaison industrielle de matériel plus logiciel. Hein, c'est l'amendement principal. Absolument. Donc c'était quelque part une victoire du monde du logiciel libre. Retour donc du texte à la Commission européenne puisque le texte avait changé. Et Conseil des ministres européens le 17-18 mai, durant lequel vraisemblablement la directive serait retirée, donc il n'y aurait plus de directive européenne. Ça, c'est l'état de la question aujourd'hui. On peut créer un logiciel sans déposer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de règles européennes sur la brevetabilité des logiciels, resterait simplement comme entité
le Patent Office, donc l'Office européen des brevets, qui ferait sa propre jurisprudence sur la brevetabilité ou non des logiciels. L'Office européen des brevets a déjà déposé plus de 30 000 brevets logiciels purs, mais il n'aurait aucune base légale dans les pays, et donc ces brevets logiciels, finalement, cas par cas, législation par législation, seraient considérés comme valides ou pas. Un petit peu comme si quelqu'un allait déposer une combinaison d'ingrédients à l'Office des brevets européens, et il s'agirait d'une recette de cuisine, par exemple la recette du chocolat, et puis je viendrais faire un procès en Belgique à une marque de chocolat parce qu'elle fabrique du chocolat. Alors on dirait, mais non, écoutez, ça, c'est une recette de cuisine, ça n'est pas brevetable. Eh bien, finalement, c'est un petit peu ce qui va se passer, puisqu'il n'y aura plus de base légale au dépôt de brevets de logiciels, algorithmes, logiciels purs. Alors, concrètement, pour les gens qui créent des logiciels, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut ou pas? En fait, l'idée, c'est que, justement, là, on a pour le moment dans une espèce d'incertitude juridique. C'est-à-dire que le Patent Office a donc accepté un certain nombre de brevets. Donc, potentiellement, quelqu'un peut se servir de ces brevets pour assigner quelqu'un en justice. Et donc, le tribunal va à ce moment-là décider s'il y a effectivement problème ou non. Je dirais que la plupart des développeurs informatiques étaient opposés à la brevetabilité des logiciels purs, parce qu'en fait, le risque, c'était qu'ils étaient en train de développer un logiciel, donc de pondre des milliers, des dizaines de milliers de lignes de code, et que quelqu'un pourrait venir dire « ça, vous ne pouvez pas utiliser parce que je l'ai breveté ». Voilà. L'image qu'on peut prendre, c'est une symphonie, tu vois, dans laquelle il y a différents instruments, et pour faire ton logiciel, eh bien, tu as besoin d'un peu de piano, un peu de violon, et si quelqu'un avait dit cette phrase-là du piano, je l'ai déposée, eh bien, une grande partie des symphonies ne pourrait plus s'écrire, tu vois. Donc c'est un petit peu l'idée, quand tu crées un logiciel, tu assembles divers algorithmes et diverses idées. Pour prendre un exemple bien clair, dont beaucoup de gens ont entendu parler, sur le site de Amazon, il y a la possibilité d'acheter en un seul clic. Donc l'idée, c'est que tu cliques, tu regardes un produit, tu cliques et tu peux l'acheter, ce qu'on appelle le one-click shopping. Hein. Eh bien, cette idée-là a été brevetée aux États-Unis. Et en Europe, eh bien, on ne lui a reconnu aucune légitimité, puisqu'il s'agit simplement d'une idée et non pas de sa traduction sous forme de code informatique. Donc si aux États-Unis, tu fais un site où tu peux acheter en un clic, tu dois douiller ici. Tu dois payer à Amazon, oui, tout à fait. En tout cas, Amazon a déjà signé un certain nombre de sociétés. Voilà, Apple, par exemple, a payé des droits sur cette idée à Amazon pour pouvoir l'utiliser. Alors, imagine simplement qu'un site Internet, c'est des centaines d'idées comme celle-ci. Et si chacun commence à breveter chacune des petites idées, eh bien, faire un logiciel pour une petite entreprise européenne, je ne parle pas d'un énorme monstre américain, ce serait plus un travail de recherche juridique sur chacun des éléments qui constituent ton logiciel que véritablement du travail de production. Et donc ça tuerait l'innovation logicielle. Les petites entreprises créatives n'auraient plus les moyens d'innover. Et ce seraient les gros mammouths qui auraient les moyens de payer des juristes qui pourraient prendre le contrôle du marché. Et ce qu'on veut en Europe, c'est rattraper notre retard. Donc il est important de nous laisser tous les moyens d'innover. Et quand est-ce que ce truc tombe? Quand est-ce qu'on sait si on en est vraisemblablement arrivé dans une situation dans laquelle, c'est ça qui est très critiqué, c'est que quelque part le côté démocratique a disparu, puisqu'en fait il y a eu un débat au Parlement européen et qu'en fait on l'oublie puisque maintenant on en revient à la situation d'avant. Donc on est dans une espèce d'incertitude juridique, mais qui est peut-être plus favorable finalement aux développeurs de logiciels que un texte de directive qui aurait été trop restrictif. On peut tout de même mettre en évidence le scandale qui est devant nos yeux, qui est lorsque l'industrie économique qui réelle a le pouvoir en Europe et qui lobby auprès des ministres européens, donc le Conseil des ministres, se retrouve face à une opposition du peuple qui s'exprime par le biais du Parlement européen, eh bien, on n'écoute pas le peuple et on laisse disparaître la loi. Donc, en gros, la démocratie est battue en brèche par ce cas d'école. C'est la démonstration que l'opinion du peuple, qui s'exprime par le biais de ses parlementaires au Parlement européen, les ministres n'en ont que faire, et finalement, c'est l'économie qui dirige notre pays, enfin notre nation européenne. Les nouvelles technologies, un débat récent, par contre, la démocratie, un débat éternel. Et alors, ce qui est génial, c'est cette créativité incroyable, un peu geekesque comme ça. Olivier est là, donc les sites décalés ne sont pas très loin. Ils sont pas loin et même tout proche de nous, puisque je vais vous inviter sur le site Détour. Détour, en fait, c'est une initiative, une nouvelle manière en fait de se balader à Bruxelles. Donc
plus que le site, il y a toute une organisation à côté de ça, mais d'abord parlons du site, car il permet de découvrir un extrait de ces balades. Donc en fait, le principe est ça. C'est des balades à pied ou en voiture ou... Voilà, bon, ça tu es libre de faire ce que tu veux, je te conseille vivement de le faire à pied, tu auras beaucoup plus de plaisir de la balade, mais l'idée, tu pars du centre culturel Jacques Franck, et là tu reçois un CD, un Discman, et te voilà parti vers les Marolles, parce que la première balade qui est proposée est une balade au travers des Marolles qui vont te permettre de découvrir le quotidien des Marolles. C'est historique et anecdotique. Par exemple, tu peux passer à côté, enfin là où, je pense où Verlaine a acheté la balle pour aller tirer sur Rimbaud, des trucs comme ça. Je crois que ça va plus loin que la simple visite touristique, tu vois. Il rajoute le quotidien vécu du quartier. Par exemple, tu t'arrêtes dans un cabeur-douche du coin, tu te prends une petite drache et alors tu entends clairement donc, tout au long de ta balade et même au moment où tu es en train de t'entends, mais ça sur mon compte. Tu te balades dans les Marolles et tu vois plein de gens avec un Walkman qui sont en train de marcher. Oui, d'ailleurs, tu peux t'imaginer finalement que tu crées une espèce de bulle autour de toi, car même l'univers sonore est reproduit dans la balade, tu vois. Donc, tu te reprends une ambiance, etc. Donc, tu fais ça un jour de pluie, t'entends les petits oiseaux qui chantent. Par exemple, il faut absolument. Est-ce que c'est en flamand et en français ? A priori, ça je sais pas du tout, il faut aller voir sur le site. Moi ce que j'ai vu était en français, mais bon voilà, ça je... Merde. Tu as un autre petit site? Est-ce que tu as une autre... Un copain de Brice, peut-être? Non, l'idole de Brice. Eh bien écoute, Michel l'informaticien. Oh, Michel l'ingénieur informaticien. Tu le connais? Mais comment il va? Il va super bien. Mais c'est le gars qui chantait ingénieur informaticien. Et maintenant il chante ingénieur mais qui a volé mon slip? Quelqu'un a volé mon slipper, mais je sais qu'un jour il reviendra bien vite. Quelqu'un a volé mon slipper, il serait peut-être temps de me le rendre. Quelqu'un a volé mon slipper, il serait peut-être temps de me le rendre. Quelqu'un a volé mon slipper, il serait peut-être temps de me le rendre. Quelqu'un a volé mon slipper, et je sais qu'un jour il reviendra bien vite. Quelqu'un a volé mon slipper. Quelqu'un a volé mon slipper. Quelqu'un. C'est ça? Non, enfin, le dernier album, c'est l'ingénieur informaticien, mais effectivement, il a chanté aussi... j'ai vu ce clip qui a volé mon slip dans la poubelle. C'est un culte de l'Internet. C'est un culte. Et en ce moment, tout le monde se l'échange dans les emails. Il faut absolument aller découvrir tous ces clips. Et alors, ce qui est génial, c'est cette créativité incroyable, un peu geekesque comme ça. Et tout a commencé, si tu veux, avec une guitare où il a commencé à gratter. Ses copains ont trouvé qu'il chantait vachement mal. Il chantait vraiment très mal. C'était intéressant. Et alors, il chante toujours sur le même refrain musical en fait. Voilà, le même rythme. Il chante toujours la même chose. Et c'est tout à fait con, et il le dit bien clairement sur toutes les pages. Mes histoires sont connes, etc. Mes paroles aussi. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. Je dirais, ingénieur informaticien va au Panthéon avec Jean-Pierre Pesmans. Il y a quand même du Panthéon du second degré. Jean-Pierre Pesmans n'est pas vraiment au second degré. C'est vrai que Michel, peut-être un côté un peu pathétique dans ces histoires, peut-être, non? Peut-être comme des histoires de geeks qu'on a tous vécues dans notre enfance, voilà, assez pathétiques. Les lourds passés en fait. Quelle transition. Quelle transition. Mais on a notre maître, notre maître de la transition. Si je pouvais, j'applaudirais, mais là je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, des histoires pathétiques de geeks qui sont arrivées à chacun de nous, très certainement, sont des petites histoires d'enfance, si tu veux, les bêtises, les conneries qu'on fait et finalement dont on a honte. Finalement, on a difficile. En fait, les geeks ont une difficulté sociale terrible à s'exprimer. Et dans leur enfance, on retrouve... Donc ils balancent ça sur Internet pour pas avoir à le dire en face. Voilà, ils racontent c'est une espèce d'exutoire, si tu veux. Et là, tu as un dessinateur qui va prendre ton récit s'il le trouve vraiment très pathétique et le dessine de manière assez... pas mal. T'as des exemples de qui t'as lu là, j'ai découvert une histoire d'un geek, tu vois, c'est assez boutonneux, 10 ans, machin, 11 ans. Voilà, il est dans son bus scolaire aux États-Unis et malheureusement, bon, il
au niveau nana, ça marchait pas du tout. Et, un vrai geek. Et alors, par exemple, il a trouvé une geekesque, hein, qui est de l'autre côté, mais elle était plutôt dans la tendance artistique, tu vois. Elle créait toutes sortes de choses, mais tout le monde a trouvé un peu weird, comme ils disent les Américains. Et alors, elle se dit, dans les films, c'est celle qui joue aux échecs, quoi. ou qui est dans son coin, refermée. Et s'est dit, bon, j'ai aucune chance avec les filles, on va dire normales, mais non, je vais essayer avec celle-là. Et alors, du coup, il lui a fait un petit mot, disant, bah tiens, ça te dirait de sortir avec moi. Et la nana, pour lui répondre, a créé, si tu veux, avec tous des petits morceaux de post-it de toutes les couleurs, un énorme, comment dirais-je, une énorme création artistique avec un grand no, tu vois. Donc quand il est arrivé en bas, elle s'est cassé le cul pour lui dire mon dégage. J'ai cru qu'elle allait répondre 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Non, elle n'était pas d'informatique, elle était plutôt dans le trip artistique, si tu veux. Et voilà, donc ça c'est une histoire, voilà, une grosse raclée. On a tous nos petites hontes qu'on peut envoyer sur ce site. Hein. Oula. Voilà. Hein, Raph? Oula. Tirage chez Brico, hein. Vous êtes immonde. Bon, Brice, on attend que tu aies posté tes petites hontes chez toi. Je les garde pour le site. Bah, si vous aussi vous avez vécu quelques petites histoires pathétiques, et je sais, ne mentez pas que vous en avez vécu, eh ben, c'est peut-être le moment d'aller les transformer en bande dessinée. Brice, une émission qui s'achève. Une émission qui se termine, comme chaque émission Cybercafé. Chaque fois. C'est un peu malheureux, voilà. On était donc ici au CCNOA, Centre culturel d'art non objectif. Voilà. En anglais. Cultural Center for Non-Objective Art. On dirait presque que tu l'as répété. Hein. Non, formidable. Alors, il y avait 2 expos, dont une. Ouais. Là, je prends ma petite. Prends ton petit papier, incroyable, une pièce toute noire avec des étoiles. Ça c'est de Joss Janssen. Joss Janssen, il faut le voir. Et ceci, et ce qu'on a vu dans les séquences précédentes, c'est de, attention, accroche-toi, Kjell Borgingen. Pas mal prononcé. Ah bah là, attends, voilà, et on peut venir jusqu'au 24 mai. Voilà, alors moi j'ai, comme fin d'émission, eh bien nous avons un petit cadeau, et c'est un cadeau un peu spécial, puisque Apple vous invite le 29 mai de 14 à 17h au Conservatoire Royal des Beaux-Arts à Bruxelles. Il y a 50 places, c'est entièrement gratuit, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer et jouer avec le logiciel GarageBand. Il y aura d'abord une petite introduction de Alain Pire qui vous fera une petite démo et après vous composerez vous-même votre propre morceau. Il y a un iPod à gagner, ça vaut la peine d'y aller. Voilà, et c'est entièrement gratuit, il y a 50 places. Alors pour vous inscrire, c'est très simple, vous envoyez un petit email avec vos coordonnées à garageband.be@euro.apple.com. Tout est expliqué sur le site cybercafé.tv sur la homepage. Voilà. Et Brice sera présent pour jouer un petit peu. Et moi, je viendrai jouer avec GarageBand, voilà, avec des claviers MIDI et tout, ça va être super. Voilà. Pas mal. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la bye semaine bye. prochaine.